Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine à Info-Témis, traversée hivernale du lac Témiscamingue, retour sur l'AGA des producteurs de grains de l'Abitibi-Témiscamingue, Réjeanne Belle-Île-Massy honorée, concertation sur le transport collectif au Témiscamingue et 100 ans pour Estelle Lagroix. Malie Lessard-Terrien et Julie Boisvert ont décidé de vivre l'expérience d'une traversée hivernale du lac Témiscamingue. Parties de Nulescurd, les deux femmes ont passé les 3 jours suivants sur le lac avant d'atteindre le Vieux-Fort à Dumélouès. TV Témis les a rencontrés au lendemain de leur arrivée pour recueillir leurs témoignages sur cette aventure. Dans le temps des fêtes, j'ai fait pas mal de ski, puis je lisais un récit d'aventure estivale, puis je me disais, il me semble que j'ai envie de faire une aventure cet hiver. J'ai une situation en ce moment où mes 2 petits garçons étaient à l'école, j'avais comme une fenêtre d'opportunité, puis j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus extrême que je peux faire en famille. Puis j'avais déjà entendu parler de la traversée du lac Abitibi. Puis, moi, j'ai jamais pensé dans mon aventure à me dire où est-ce que je pourrais le faire. Tu sais, c'était comme, c'est sûr, ça va être au Témiscamingue. Puis, je me dis, tu sais, le lac Témiscamingue, il est quand même assez. On le connaît, mais on le connaît pas. J'étais jamais vraiment allée dessus en ski de fond. Fait que j'ai dit, on pourrait essayer de faire la traversée du lac. Tiens, rien de moins. Du nord au sud. Puis, l'idée est venue comme ça. Puis, dans le fond, je savais que Malie, qui est on se connaît depuis longtemps, on s'était rencontrés au bac, je savais qu'elle était ici. Fait que je dis, tiens, je vais lui lancer l'idée, c'est quand même plus agréable à 2. On a été explorer le lac Témiscamingue aux endroits clés. Donc, l'arrivée qu'on avait prévue, c'était au lac Opémican. Puis, on voulait voir où est-ce qu'on pourrait faire une sortie pour se faire accueillir par des gens avec une voiture. Puis, en se rendant là-bas, on a vu qu'en fait, c'était de l'eau vive qu'il y avait parce qu'il y a trop de courant. Donc, on a remonté un peu la berge en ski pour aller voir une autre place où on pourrait ressortir. On a aussi beaucoup parlé à des gens pour savoir un peu l'état de la glace où on allait passer. Puis, on s'est fait dire qu'entre la portion Vieux-Fort jusqu'au Pémican, c'était vraiment pas sécuritaire pour la glace. Il y avait des entrées de rivières comme la rivière Kipawa ou la rivière Montréal qui arrivaient. Ça crée beaucoup de courant. Puis aussi un rétrécissement des berges. Donc, c'est vraiment pas sécuritaire pour la glace. Donc, ça a été beaucoup de recherches, parler à des gens, ramasser des données un peu comme on pouvait, que ce soit sur l'expédition elle-même ou sur l'équipement aussi. C'était à peu près entre 10 et 15 par jour. On a fait une bonne journée à 15 km, puis on a fait d'autres journées autour de 10 km. De ce qu'on avait lu avant, en général, les gens sont capables de faire autour de 20 km par jour. Puis nous, on était partis là-dessus au début, mais là, finalement, on était contentes. Ça nous permettait vraiment de contempler puis de prendre le temps de bien monter notre campement le soir, pas arriver trop tard. Le soleil se couche quand même assez tôt encore. Moi, je mentionnerais quand même dans nos journées qu'on avait presque autant de temps au niveau du campement que du ski, ce qui nous a quand même impressionné. Tu sais, faire le feu le soir, il fallait faire fondre la neige pour l'eau le lendemain. Fait que tout ça, c'était extrêmement long. C'est au moins 4-5 fois plus long que ce qu'on fait en camping d'été. Fait que ça, c'est dans le fond, la journée, c'est la moitié du temps de se déplacer, la moitié du temps de s'occuper de nous-mêmes, de manger, de dormir, de monter le camp. Quelque chose d'important, je pense, c'est de vraiment bien prévoir où on va faire les arrêts pour le soir parce que sur la rive ontarienne, c'est escarpé assez souvent, comme on a le Devil's Rock, qui est le rocher du diable, qui est assez emblématique. Mais aussi, de chaque côté, c'est assez escarpé les pentes. Puis nous, on voulait dormir sur la berge plutôt que sur la glace. Donc, on est venu le soir, c'est ça. Il faisait noir à 5h30, donc on voulait arrêter vers 4h pour avoir assez de temps pour monter le campement, trouver le bois pendant qu'il faisait clair. Puis ça a été un petit défi, des fois, de trouver une bonne place là, assez plane pour mettre la tente, puis aussi de trouver du bois autour. Puis c'est un peu pour ça, moi, que je tenais vraiment à le faire sur le lac Témiscamingue, parce que c'est pas un lac où je vais souvent en canot. On dirait qu'on le voit tellement tous les jours qu'on le prend pour acquis, puis on se dit, si je vais là, tu sais, dans le fond, c'est comme ordinaire, je le vois tout le temps. Tu sais, c'est moins différent que d'aller sur, par exemple, le lac Kipawa ou des lacs qu'on connaît moins. Et quand on a traversé entre la berge ontarienne puis l'île du Docteur Lalande, j'ai tellement trouvé que le lac était grand. Je sais qu'il est grand, mais de le voir à l'horizontale, tu sais, on voyait la baie de Nulescurd, c'était super loin. On voyait Notre-Dame-du-Nord vraiment au loin, puis dans l'autre sens aussi. Puis c'était vraiment, vraiment majestueux là, d'observer ça, puis de se sentir vraiment comme tout petite au niveau du lac. Moi puis Julie, on a beaucoup d'expérience à l'extérieur, en plein air, notamment à cause de notre intérêt pour la chose, mais aussi pour notre travail en biologie. On a fait beaucoup de terrain à l'extérieur, en milieu éloigné, mais c'est de
c'est de savoir où est notre zone de confort, puis où est-ce qu'on peut repousser nos limites. Puis pour nous, c'était une façon de le faire, OK, on sait qu'on est à l'aise à l'extérieur, en été, en milieu éloigné, mais OK, qu'est-ce qu'il y en est l'hiver? Fait qu'on a ajouté cette composante-là à ce qu'on était déjà confortable. Fait que c'est de connaître les limites puis de savoir comment les repousser, mais de façon confortable, si je peux dire. Mais aussi, le choix du partenaire d'aventure, je pense que c'est super important. Je connaissais Julie déjà à cause de nos études ensemble, puis je savais que c'est quelqu'un de super fiable, super enthousiaste, quelqu'un avec qui je m'entends bien. Puis on a quand même fait des petites séances là, où on apprenait à mieux se connaître. OK, c'est qui la Julie aventurière? Tu sais, je veux la connaître. Puis aussi, comment on pourrait gérer les problèmes qui arrivent. On en a parlé à l'avance. C'est quoi nos inquiétudes, nos peurs par rapport à ça, puis comment on pourrait les gérer une fois qu'elles surviennent. Donc, c'est aussi de la bonne préparation d'équipe. Sinon, plus au niveau technique, on va dire, là, vraiment de s'assurer l'eau, c'est un point crucial du camping d'hiver. On le savait, mais c'est vraiment quelque chose d'important là, d'assurer d'avoir des bonnes bouteilles qui gardent l'eau chaude. Puis nous, on l'avait bien préparé au niveau de la nourriture, d'avoir des choses qui ne gèlent pas, là, mais on l'a expérimenté que tout finit par geler. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on va retenir puis qui est vraiment important à faire attention. Là, mais sinon, camper l'hiver, c'est vraiment génial. Moi, ça m'a vraiment touché tout l'enthousiasme et l'apport des gens au Témiscamingue pour l'expédition. J'ai emprunté du matériel de 6 personnes différentes parce que j'avais pas tout moi-même. Les gens étaient tellement généreux, mais aussi très supportants dans l'histoire. Ils nous en ont parlé vraiment de façon enthousiaste là, dès le départ. On a eu l'encouragement de nos familles, nos amis, puis un petit comité là, d'encouragement au départ, puis aussi de l'arrivée, puis l'intérêt aussi des médias pour la chose. Je trouve ça super le fun de voir l'engouement. Fait que j'ai beaucoup de gratitude là, pour les gens autour qui nous ont aidés à rendre l'expérience possible. C'est le 16 février dernier que se tenait virtuellement l'Assemblée générale annuelle des producteurs de grains de l'Abitibi-Témiscamingue. Un moment pour revenir sur les dossiers importants qui ont marqué la dernière année. Hier, se tenait notre Assemblée générale annuelle qui était le 16 février, par Zoom, vu la COVID, évidemment. C'était notre première. L'an passé, on avait été correct pour la faire en présentiel. C'est une adaptation qu'on n'a pas le choix de vivre. Là. Bilan positif, d'un, parce que c'était la première en visio. C'était pas. Ça s'est très bien déroulé. Nous, c'est le syndicat d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est 5 MRC, théoriquement 5 administrateurs. On est 3 au Témiscamingue. Cette année, c'est des postes de 2 ans pour chaque élection, si on peut dire. Donc, hier, il a été Pierre Gauthier il aurait accepté de continuer un autre 2 ans. M. Jérôme Desjardins aussi, qui était là depuis quelques années au CA. Puis sinon, aussi, il y avait en élection un poste pour les Abitibi, qui est secteur, on va dire, Amos-Val-d'Or. Puis c'était M. Alexandre Richard, des œufs Richard, qui aurait accepté son poste. Sinon, il y a moi d'administrateur, aussi M. Daniel Coutu, qui est dans le secteur Rwanda, puis M. Viateur Saint-Amand, qui est dans le secteur de la Sarre. L'idée, c'est d'écouter nos producteurs, voir les problématiques, puis de les défendre le mieux possible, parce que souvent, on fait, la majorité du temps, on apporte des résolutions à nos assemblées qui sont apportées au provincial pour soit améliorer les assurances récoltes, s'il y a des règlements, parce qu'on a chaque année, on a des documents à faire remplir par des agronomes pour point de vue environnemental, si on fait tout dans la règle de l'art, pour simplifier ça. Là. Fait que des fois, il y a des règlements qui blessent un peu plus certains producteurs. Fait qu'on essaye de faire des démarches pour amoindrir ça. Fait que notre mandat est un peu large. C'est sûr qu'en région, on n'a pas un si gros poids que ça, mais moi, ça fait quand même depuis environ 2006 que je suis au syndicat. Puis c'est sûr, les premières années, c'était plus difficile un peu d'apporter nos points au provincial parce qu'on est une petite région, pas beaucoup de producteurs. On est environ 200 producteurs là, sur 11 000 au Québec. Fait que notre poids, si on a la même idée que tout le monde, c'est facile à faire passer. Mais quand on a une idée un petit peu différente, parce que veut pas, on est dans une région éloignée,
nos réalités ne sont pas pareilles. Nos marchés principaux, nous, c'est l'Ontario. Tandis qu'ailleurs au Québec, ils sont plus près des grands centres. Fait que c'est ça. On essaye de faire du mieux possible pour représenter le mieux nos producteurs. Les organismes qui gravitent autour de nous, là, tout le monde est un peu cette année là, au ralenti, stand-by. On ne sait pas sur quel dossier prendre. Nous, on n'a pas le choix, c'est the show must go on. La température, on a vécu, ça a été mentionné qu'on a vécu une sécheresse quand même en région. Le reste de la province, ils ont goûté plus que nous, ils ont été plus impactés. Nous, ça a été une récolte moindre, mais les prix sont quand même à la hausse. Depuis la récolte, là, les prix, ce sont un autre facteur apporté par la COVID, là, la hausse des prix des grains. Ceux qui en achètent, c'est un désavantage, mais ceux qui le vendent, c'est un plus. Là, c'est des revenus de plus qui compensent, je dirais, presque pour les pertes de rendement qu'on a eues. Au Témiscamingue, la saison a été sec. Moi, personnellement, je m'attendais à une récolte pire, une baisse de rendement plus grande que qu'est-ce qu'on a eu en vrai. Ça a été quand même moins que normal, mais un autre bas qui a blessé, c'était la température aux récoltes. Ça a été trop sec tout le long de l'été. Puis lorsque ça a été le temps de récolter, qu'on voulait du beau temps, qu'on espérait encore du beau temps, là, ici, à pleuvoir, là, c'était bien difficile pour ça, mais c'est les joies du métier, comme on dit, là, on vit avec tout ça. Ces années-ci, la COVID, ça a beaucoup d'inconvénients, mais le gouvernement a annoncé, c'est pas tout encore concret, mais des aides pour l'agriculture, pour les marchés niches, pour les régions. Fait que ça nous donne quand même assez d'espoir pour améliorer notre situation. Là. Hier, il y a eu une résolution pour améliorer l'assurance sur le maïs-grain. Parce que le maïs-grain, on a une région quand même assez nordique. Puis, il y en a quelques producteurs qui en font. Mais pour s'assurer, c'est c'est difficile parce que la financière agricole, qui est notre assureur pour les cultures, il y a 5 ou 7 ans environ, ont enlevé une bonne partie des secteurs du Témiscamingue. Ils ont juste gardé une petite partie près du lac Témiscamingue parce que c'est un microclimat. Cette petite partie-là qui est encore assurable, à minute qu'on recule un petit peu plus vers l'est du lac, là, c'est plus assurable. Fait qu'on fait des demandes pour que ça le redevienne parce qu'il y a quand même plusieurs producteurs qui en font. Puis ils réussissent quand même bien leur culture. Fait que c'est pour ça qu'on fait des demandes, des démarches de ce point de vue-là. Aussi des démarches pour la sécurité du revenu. Comme on sait, on est un peu à la merci des allées et venues de la bourse et des hausses et des baisses de prix. Cette année, c'est un beau problème qu'on peut dire. Les prix sont élevés, sont plus élevés que normal. Mais lorsque les prix sont plus bas, il y a le système qui s'appelle l'ASRA, c'est l'assurance sur les revenus agricoles. Lorsque les prix sont bas, cette assurance-là vient nous compenser pour nos pertes de revenus du marché. Mais entre les pertes de revenus du marché au centre du Québec, que tu as plus de rendement avec plus de maïs versus le Témiscamingue ou l'Abitibi, c'est une règle qui s'applique à tout le Québec, en fin de compte, qui est mur à mur. Puis nous, on aimerait ça l'adapter aux régions. Fait que c'est des choses qu'on travaille depuis plusieurs années, mais que c'est de longue haleine. Là. Puis aussi, les producteurs, ils peuvent nous contacter aussi, là, soit moi personnellement, ou aussi on a notre agent syndical qui est au bureau de l'UPA à Rouen, là, qui est M. David Prince, qui est rejoignable au 819-762-0833. Mais ça, on est quand même rejoignable, là, beau temps, mauvais temps. Bien connue dans la communauté francophone du Nord-Est ontarien, Réjeanne Bellil-Massy a reçu le prix Joan Calwood. Ce prix récompense la contribution bénévole exceptionnelle à leur communauté et à la province de l'Ontario. Le prix Joan Calwood, c'est une reconnaissance qu'on remet à des gens, à des bénévoles qui ont fait un travail qu'on considère exceptionnel au niveau de leur communauté. Alors, on a soumis ma candidature et puis j'ai reçu le prix. Et puis, c'est une très belle reconnaissance parce que Joan Calwood, c'était une femme très reconnue, surtout dans la région de Toronto. C'était une activiste, c'était une féministe
qui a beaucoup travaillé pour la cause des femmes et pour les gens démunis, les plus démunis dans la société. Alors, c'est une très belle reconnaissance et puis je suis très honorée de recevoir cette reconnaissance. Cependant, je dois dire que j'ai accepté cette reconnaissance-là au nom de tous les bénévoles qui appuient les projets du Centre culturel Artem. Parce que si c'était pas d'eux autres, là, il n'y aurait pas grand projet que je pourrais mener de front. Alors, moi, j'ai su ça au printemps de 2020, OK? Mais à ce moment-là, on était dans la première vague de la pandémie. Fait qu'on a dit, on va le remettre à l'automne, ça va aller mieux à l'automne. Mais à l'automne, on était à la deuxième vague. Alors, on a dit, on va le remettre au printemps. Et rendu au printemps, ben, on est encore dans la deuxième vague. Et puis là, on a dit, ben, on va faire la cérémonie virtuellement. Donc, j'ai reçu le certificat puis le prix une semaine avant. Alors, disons que j'ai reçu je pense que j'ai reçu le prix le mardi. Puis le lundi suivant, on m'a envoyé un courriel puis on m'a dit, bon, ben, la cérémonie virtuelle va être mercredi soir à 7 heures. Fait que, OK. Et puis, on m'a envoyé un lien, puis on a dit, il y a 16 récipiendaires et puis tu fais parmi les 16. Alors, comme mon nom commence par un B, mon nom de famille Bellil, merci, j'ai passé en premier, puis j'étais la seule francophone qui a été reconnue. Puis il y avait 5 organisations parmi les 16 récipiendaires. Et puis c'est des gens toutes les personnes qui ont été reconnues, c'est au niveau du travail qu'ils ont fait, au niveau des changements, puis dans leur communauté. Mais quand on a soumis ma candidature, on a souligné le fait que mes années que j'avais travaillé au niveau de la Côte-Témiscamingue, qu'on avait réussi à faire lever le drapeau franco-ontarien à l'Hôtel de Ville. Souligner le Festival des Folies francophones que j'ai commencé avec Jean-Claude Carrière de la Côte-Témiscamingue. Des 3 mini-foires gourmandes qu'on a fait. C'est pas à comparer à ce qui se passe à Ville-Marie, là. C'est une version miniature, là. Et puis, on a fait aussi des tournées interactives communautaires qui sont téléchargeables sur les téléphones. On a commencé aussi le Tour du lac, qui a été pris par après par la Chambre de commerce de Témiscamingue Shores. Et puis, on a surtout reconnu mon travail au niveau du village Noël Témiscamingue. Alors, c'est pour ça. Mais comme je dis, si j'avais pas tous les bénévoles qui acceptent de participer au projet qu'on dirige, là, bien, c'est ça. C'est grâce à eux si j'ai reçu cette reconnaissance-là. Ben, je veux juste rappeler aux gens qu'il va y avoir un village Noël cette année. L'an passé, en 2020, on a fait un village Noël mitigé dans 3 communautés. Mais cette année, on va avoir le village Noël comme on a connu. Parce que rendu au mois de novembre, ben, presque tout le monde devrait avoir eu le vaccin, avoir été vacciné. Le village Noël, c'est une expérience extérieure. Et puis, cette année, on fait une modification au niveau du site. Et puis, s'il y a des artistes, des artisans qui veulent se joindre à nous, bien, c'est simplement à nous envoyer un courriel à info au centreartem.org. Des représentants de plusieurs organismes du Témiscamingue siègent désormais sur une table qui se penche sur la question du transport collectif. Plusieurs pistes de solutions sont envisageables en région, selon Ève Chaumont-Morissette, agente de développement en transport pour le Témiscamingue. C'est plusieurs acteurs qui se sont mis ensemble, qui se sont concertés, puis on a réalisé qu'il y avait des besoins un peu là, au niveau de la communauté en termes de transport, qu'il y avait des petits manques. Donc, c'est plusieurs acteurs de la région. On a la MRC, la commission scolaire, le Carrefour Jeunesse Emploi, le CISAT. Donc, plusieurs membres partenaires qui ont décidé de s'asseoir ensemble dans le but de se concerter, s'impliquer, collaborer pour développer puis améliorer surtout l'offre de services en transport au Témiscamingue. Il y a eu des sondages
auprès de la population pour connaître les besoins, les manques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le service, l'offre de service. Puis avec tout ça, ben, on s'est dit qu'on a été capable d'établir les objectifs, les besoins de la population. Puis en ce moment, ben, on travaille à les concrétiser. On a un très grand territoire à couvrir, donc les échanges, l'autopartage, un service efficace de covoiturage, c'est quand même difficile à établir. On a aussi, on ne se cachera pas, un seul taxi au Témiscamingue pour couvrir un immense territoire. On a aussi le vieillissement de la population. Les personnes âgées, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer pour eux. Des fois, on n'a plus de permis de conduire, une mobilité beaucoup plus réduite. Donc là, c'est de trouver des moyens pour que cette population puisse se déplacer, soit autonome aussi. On a aussi une culture de voiture solo. Hein? On est très dépendant à notre voiture. On est moins enclin à partager tout ça. On tient à notre indépendance, puis on sort de notre voiture. Des fois, c'est même une petite extension de notre maison. On a des meetings maintenant dans notre voiture. On mange dans notre voiture. Donc, je pense qu'on tient encore beaucoup à notre autonomie de ce côté-là. Fait que c'est peut-être essayer de changer la culture des fois, de se dire, ben si j'attends un petit 5 minutes ici, un petit 10 minutes là pour économiser en gaz, on ne se cachera pas que pour l'environnement, c'est immense qu'on peut faire si 3 personnes voyagent ensemble, ben c'est 2 voitures de moins sur la route, ça fait une immense différence. Puis aussi, ben, un petit problème de recrutement de main-d'œuvre, des nouveaux arrivants qui cherchent un emploi, ben, ils ont souvent le travail se situe à Ville-Marie. C'est plus difficile de se dire, ben moi, je vais aller m'établir à la Verlochère, exemple, mais si tu n'as pas de voiture, si on n'a pas de système de covoiturage, c'est très difficile. Les gens ils doivent se concentrer dans les grands centres, souvent à Ville-Marie. On s'est fixé 3 grands objectifs. À court terme, c'est sûr que le premier, c'est de faire connaître nos services. Il y a encore, on entend parler du baladeur encore, mais c'est peut-être moins connu. Il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas ce service-là. Le transport adapté aussi, le transport scolaire, le transport bénévole, tous ces transports-là, ça part du baladeur. Donc, si on veut utiliser ces services-là, il faut être membre du baladeur. Pour être membre du baladeur, ça ne coûte absolument rien. C'est un service gratuit. Donc, on s'inscrit. Vous pouvez aller sur le site web du baladeur. Vous pouvez appeler directement au bureau aussi. Donc, on demande d'être membre. Puis, en étant membre, bien, ça nous donne accès au transport adapté, au transport collectif, au transport bénévole aussi. Le communauto, c'est un service qu'on aimerait développer. Je vous explique un petit peu en grande ligne. Là, c'est sûr que nous, ça va être différent de ce qui se fait en ville parce que c'est sûr que notre situation est très, très différente. On aimerait peut-être être capable d'avoir 1 ou 2 voitures au Témiscamingue, probablement dans le milieu, exemple, à Ville-Marie. Donc, ça serait peut-être une voiture qui serait toujours stationnée à un endroit, puis on pourrait la réserver. Moi, j'habite à Ville-Marie, exemple, puis je travaille, je me rends à l'épicerie à pied, je travaille à pied, donc je n'ai pas besoin de voiture dans mon quotidien. Mais par contre, une fois de temps en temps, j'ai besoin de me rendre à Rouen, j'ai besoin de me rendre à Béarn pour quelque chose quelconque, bien, je pourrais emprunter cette voiture-là. Donc, elle serait disponible à toute la communauté, à tout le monde qui s'inscrit par un site ou quelque chose quelconque comme ça. Là. Mais cette voiture-là est disponible pour la population. Fait que ça serait peut-être une solution pour que les gens soient capables de soit se départir d'un véhicule. Des fois, une famille, un ménage peut avoir 2, 3 véhicules au cas où, puis ici, puis si j'ai peut-être besoin de ça. Des fois, ça pourrait être une camionnette qu'on appelle pick-up ou bien une vanette, quelque chose qui aurait plus de place. Est-ce qu'on serait capable d'avoir justement une vanette en autopartage comme ça pour la fois qu'on a besoin d'être 6 dans le véhicule, mais que ça arrive 3 fois par année? Je n'ai pas besoin de m'acheter une vanette moi-même, donc ça serait peut-être une super belle solution pour la région du Témiscamingue. En temps normal, le service scolaire, le transport adapté est ouvert à toute la population. Comme je vous disais tantôt, seulement être membre du baladeur, on fait une demande, puis c'est disponible. Si le transport adapté passe à Lorrainville le mardi matin à 9 h pour apporter quelqu'un à Ville-Marie, bien, c'est disponible. On peut le prendre, on peut utiliser ce service-là pour se rendre aussi à Ville-Marie. Je travaille présentement en partenariat avec le baladeur pour refaire le site web du baladeur et du transport adapté. On est en train de construire le site web, donc il n'est pas encore accessible, mais je vous dirais, là, on vise le printemps, peut-être mars-avril. Ça va être une super belle plateforme pour réserver des transports, pour offrir des transports aussi. On a beaucoup sur Facebook, là,
beaucoup de groupes là, d'échanges d'offres de transport. Je cherche une ride, comme on dit, pour aller à Rouen ou j'en offre une. Bien, sur cette plateforme-là, on va pouvoir regrouper tout ça. Ça va vraiment faciliter les choses. Fait en ce moment, on travaille là-dessus. Je pense que c'est un super beau projet. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter au bureau Le Baladeur et le transport adapté, qui est le 819-622-1488. Vous pouvez demander Ève Chaumont-Morissette, moi-même. Sinon, notre directrice générale, c'est Anne Villeneuve, puis la répartitrice qui travaille avec nous aussi, Diane Morin. Donc, on est là pour répondre à vos questions, prendre les suggestions. On veut tout savoir, on veut connaître vos idées. Vivre 100 ans, voilà le tour de force qu'a réalisé Mme Estelle Lagroix le 27 février dernier. La Témiscamienne, maintenant centenaire, coule des jours paisibles à la résidence Marguerite Douville de Ville-Marie, où son anniversaire a été souligné par les employés. De plus, sa famille lui a témoigné son amour lors d'un souper de fête auquel sa nombreuse descendance a pu participer via Zoom. J'ai le caractère jeune, ça fait que ça va avec le cœur. J'aime la vie encore. Et puis, je demeure assez joyeuse. On chante, on danse. Et puis, on prend un petit verre de bière. Demain, les filles à résidence, ils vont emmener ma mère en bas pour dîner. Et puis, ils vont y offrir un beau gâteau, puis ça va être décoré. Ils ont fait un rayon de soleil sur le gâteau parce que son surnom, c'est Rayon de soleil, avec un beau 100 ans. Et puis, là, on va faire un zoom avec les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Puis on va y offrir un gâteau de fête devant tout le monde. Les années qui s'en viennent, j'espère que ma santé va demeurer bonne. Et puis, bien, de vivre encore quelques années avec mes enfants, mes petits-enfants, et puis mes arrière-enfants. J'ai eu 5 enfants, et puis j'ai 9 petits-enfants, et puis j'ai 13 arrière-petits-enfants. C'est toute une grande fierté parce qu'avec tous les accidents qu'elle a eus dans le passé, je m'imaginais jamais qu'elle se rendrait là parce que quand elle s'est brisé le bassin à 2 places, 2 ans et demi passés, puis les médecins, ils comptaient plus sur sa vie, ils voulaient la mettre aux soins palliatifs. Et puis ma mère a dit non, elle dit c'est le bon Dieu qui va s'arranger avec ça. Alors, elle est encore là, puis je la félicite. Elle a lutté malgré sa souffrance, ses douleurs, puis elle est encore là. Elle est une grande catholique, elle prie, puis elle aime le bon Dieu, puis je pense que c'est pour ça qu'il l'a exaucé. Ma chère Estelle, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Estelle, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça fait 15 ans maintenant que ma mère demeure à résidence, mais elle va s'engager au moins pour un autre 5 ans. Voilà ce qui complète le bulletin Info-Témis pour cette semaine. Je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine.